Je tiens à remercier François Priet, Jacques Leroy et Marie-Daphné Perrin pour leur aimable invitation. Nous fêtons les 50 ans de cette faculté dans laquelle j'ai sévi, comme vous l'avez dit, 20 ans. Donc je suis particulièrement heureuse de pouvoir être associée à cet anniversaire et puis d'avoir l'occasion de revoir des personnes que j'aime bien. Alors, je vais parler de vulnérabilité et droits européens. J'insiste sur le pluriel, puisque je vais évoquer aussi bien le droit de l'Union européenne que la Convention européenne des droits de l'homme. Les droits européens produisent des effets assez ambivalents sur la situation juridique des personnes vulnérables parce que, on le verra, les normes élaborées par les institutions européennes peuvent aussi bien protéger les personnes vulnérables, donc au sens de pouvant être blessées, que renforcer leur vulnérabilité. La protection, elle repose surtout sur la garantie des droits fondamentaux qu'offre la Convention européenne des droits de l'homme, qu'offre également la Charte des droits fondamentaux du droit de l'Union. Le renforcement de la vulnérabilité, il ne vient pas tellement de la Convention européenne des droits de l'homme, il découle de choix accomplis par les institutions de l'Union européenne sous la pression des États membres qui font partie de ces institutions européennes. La construction de l'Union européenne repose depuis l'origine sur une certaine tension entre maintien de la souveraineté des États, recherche d'une intégration plus poussée. C'est cette tension qui la rend intéressante, d'ailleurs, à mon avis, mais ça, bon, peu importe. Et cette tension se traduit par la recherche d'un équilibre entre les différents intérêts en présence, intérêt des États, intérêt des peuples, intérêt des individus, intérêt général de l'Union, peut-être aussi. Et on sait que l'Union européenne est autant au service des États qu'au service des particuliers. Mais il arrive que la balance penche plus du côté des uns et moins du côté des autres. Depuis plusieurs années, il est parfaitement clair que c'est du côté des États que la balance pense. C'est un des effets du traité de Lisbonne, notamment, ce n'est pas le seul facteur. Le traité de Lisbonne a contribué à l'effacement de la Commission par le renforcement du Parlement européen, par le renforcement du Conseil européen, qui est maintenant doté d'un président pour 2 ans et demi. Un certain nombre d'États, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark, la Pologne, la République tchèque, ça fait quand même 5 sur 28, ont obtenu divers statuts dérogatoires, donc qui leur donnent une place tout à fait particulière dans la construction de l'Union. Par ailleurs, la situation économique difficile, la tentation du repli nationaliste, le succès de forces qu'on qualifie de populistes, que moi je préfère qualifier d'extrême droite, appellent un certain nombre de réactions qui renforcent aussi le poids des États dans l'Union européenne. Et dans ce contexte, on voit bien que le droit de l'Union européenne peut contribuer à renforcer la vulnérabilité de certaines personnes. Alors pour essayer de vous le démontrer, l'effet protecteur d'un côté, l'effet de renforcement de la vulnérabilité de l'autre, j'ai un certain nombre d'exemples que vous trouverez dans ma contribution écrite si davantage elle vous intéresse, mais je vais me concentrer ici sur la situation des réfugiés. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est d'actualité, je pense que nous devons tous nous y intéresser. Ensuite, c'est un exemple qui montre très bien les effets ambivalents que je viens de décrire. Et enfin, je suis persuadée que la recherche scientifique se construit aussi avec ce qu'on est, avec ses convictions, et que donc un peu de sens civique dans la recherche scientifique, ça ne fait pas de mal. Et la question des réfugiés est également fort intéressante de ce point de vue. Donc je vais d'abord vous montrer comment les jurisprudences des 2 cours européennes ont cherché à accorder une certaine protection aux demandeurs d'asile. Et je vais vous montrer ensuite comment le droit de l'Union européenne renforce la vulnérabilité de ces personnes qui, je n'ai pas besoin de vous le démontrer, sont dans une situation de très grande vulnérabilité. Elles quittent leur pays parce qu'elles y sont vulnérables, elles risquent la mort bien souvent, ou des persécutions très graves. Et elles arrivent dans des endroits où on les accueille en général pas tellement à bras ouverts et où elles sont dans une situation particulièrement délicate. Alors, les cours européennes ont cherché à protéger, dans la mesure de leurs possibilités, les demandeurs d'asile. Je vais parler de 2 arrêts. Enfin 2 jurisprudences plutôt, la jurisprudence MSS de la Cour européenne des droits de l'homme et la jurisprudence NS de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ça a commencé par un arrêt MSS contre Belgique et Grèce
rendu en janvier 2011 par la Cour de Strasbourg, qui a effectivement protégé un demandeur d'asile contre les conséquences d'une application brutale des règles de l'Union européenne. De quoi s'agissait-il? C'était un Afghan arrivé en Grèce, où il a été d'abord détenu pendant une semaine, donc c'est quand même une manière d'accueillir les demandeurs d'asile qui est un petit peu particulière, mais tout à fait courante, et pas réservée à la Grèce. Au bout d'une semaine, il a été libéré, il a erré un peu dans les rues d'Athènes et il a décidé d'aller vers la Belgique, puisque les demandeurs d'asile savent très bien qu'ils ont plus de chances d'obtenir l'asile en Belgique qu'en Grèce. Donc, il arrive en Belgique, sauf que la Belgique étant comme la Grèce un membre de l'espace Schengen, les règles qui s'appliquent sont les règles du règlement dit Dublin, qui en était à l'époque à sa deuxième version, maintenant on en est à la troisième. Le règlement dit Dublin est un règlement qui reprend les règles des accords de Schengen des années 80-90 et qui est relatif à la détermination de l'État responsable de la demande d'asile. Donc ce règlement Dublin fixe un certain nombre de critères qui vont permettre de déterminer l'État, le seul État qui sera compétent pour traiter la demande d'asile. L'idée, c'est un demandeur d'asile, une seule demande dans l'espace Schengen. Donc il faut savoir où, puisqu'un demandeur d'asile ne pourra en faire qu'une seule. Le premier critère, c'est la présence de la famille. Si un demandeur d'asile a de la famille déjà installée dans un État de l'espace Schengen, à ce moment-là, eh bien, l'État responsable, ce sera cet État-là. Deuxième critère, qui est celui qui est en pratique le plus appliqué, à défaut de présence familiale, l'État responsable sera l'État par lequel la personne est entrée dans l'espace Schengen. Et troisième critère qu'on a tendance à oublier, que Mme Merkel a sorti de l'oubli, les États sont toujours compétents s'ils le souhaitent. C'est-à-dire que même un État qui ne serait pas un État où il y a de la famille, qui ne serait pas l'État par lequel la personne est entrée dans l'espace Schengen, a toujours la faculté de traiter la demande d'asile. Donc quand on dit que Mme Merkel a suspendu le règlement Dublin, non, elle n'a pas suspendu, elle a choisi d'appliquer cette règle-là de préférence aux autres. C'est une application du règlement Dublin qu'elle a fait. Parenthèse que je referme aussitôt. Et donc, la Belgique, se trouvant face à ce monsieur MSS, dit bah non, nous ne sommes pas compétents, vous êtes entré par la Grèce, on va vous renvoyer en Grèce, ce qu'on appelle élégamment dans le jargon les transferts Dublin. D'accord ? Il a protesté contre cette décision de le renvoyer vers la Grèce, n'ayant pas obtenu satisfaction devant les juridictions belges. Il se tourne vers la Cour européenne des droits de l'homme. Il attaque la Grèce et la Belgique. La Grèce parce qu'il estime avoir subi des traitements inhumains et dégradants en Grèce, et la Belgique parce que décider de le renvoyer vers un État où il subirait de nouveau des traitements inhumains et dégradants, c'est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour va lui donner raison. Donc elle condamne la Grèce pour violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, celui qui interdit les traitements inhumains et dégradants. Les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Grèce à l'époque, elles se sont un petit peu améliorées depuis, pas tant que ça, étaient particulièrement catastrophiques et au commissariat aux réfugiés qui est intervenu à la procédure a fait circuler des documents et des photos, enfin, je vous passe le détail, mais qui étaient parfaitement démonstratifs sur ce point. La Cour condamne également la Belgique en application de ce qu'on appelle classiquement l'effet ricochet de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'on connaît bien dans des relations avec les États tiers au Conseil de l'Europe. Depuis un arrêt Söring de 1989, les États membres du Conseil de l'Europe ne doivent pas extrader ou expulser vers un État tiers une personne qui encourrait dans cet État des traitements inhumains et dégradants. On ne doit pas expulser vers l'Iran un opposant politique qui serait torturé par la police là-bas. On ne doit pas expulser vers les États-Unis quelqu'un qui traînerait des années dans le couloir de la mort, etc. etc. C'est la première fois dans l'affaire MSS qu'elle applique cet effet ricochet à un État membre du Conseil de l'Europe. C'est ça qui a fait beaucoup parler la doctrine. Cela dit, le résultat, c'est que donc la Belgique n'a pas pu transférer ce monsieur vers la Grèce. Ça ne veut pas dire qu'elle était obligée de lui accorder l'asile, ça veut simplement dire qu'elle devait traiter sa demande d'asile, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et depuis cet arrêt MSS de 2011, la Cour européenne des droits de l'homme a eu plusieurs fois l'occasion d'appliquer ces principes, soit en faisant droit à la requête, soit en la rejetant, mais bon.
Donc c'est une vraie jurisprudence qui s'est forgée. La Cour de justice de l'Union à Luxembourg, dans son arrêt NS qui date de décembre 2011, a repris en fait et a précisé la ligne de conduite dictée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et il est frappant d'ailleurs de constater que les juges de Luxembourg avaient délibérément attendu la décision MSS pour rendre leur décision NS. Il s'agissait de faits tout à fait comparables. Un Afghan qui avait été interprète de l'armée anglaise en Afghanistan, donc qui était considéré comme un collabo chez lui, fuit et arrive en Grèce. Les passeurs, ils vous emmènent en Grèce, en Turquie, puis en Grèce. Voilà, il n'y a pas 50 solutions. C'est la géographie qui veut ça. Et puis, il est très maltraité en Grèce, il est détenu, il vit à la rue, enfin bon, bref. Et il décide, je parle anglais, j'ai quand même aidé l'armée britannique, je vais aller demander l'asile au Royaume-Uni, ils me doivent bien ça. On aurait fait la même chose à sa place. Et sauf que le Royaume-Uni, qui n'est pas dans l'espace Schengen, sauf pour cette question de détermination de l'État responsable de la demande d'asile. Donc, il n'est pas dans l'espace Schengen pour les contrôles aux frontières, mais ils sont liés par le règlement de Dublin. Donc, le Royaume-Uni, il dit, non, vous êtes entré par la Grèce, on va vous renvoyer. Même punition. Et donc, une juridiction britannique qui a été saisie a procédé à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union pour lui demander son interprétation du règlement de Dublin. Et la Cour de justice, s'appuyant sur l'arrêt MSS, a décidé que le règlement de Dublin devait être interprété de manière à ce que la faculté qu'ont les États de toujours traiter les demandes d'asile s'ils le souhaitent, même s'ils ne sont pas théoriquement compétents, devient une obligation dans le cas où le renvoi vers un autre État aboutirait à un renvoi vers un État où il y a des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile. Défaillances systémiques. Pas une petite violation des droits de l'homme de temps en temps, défaillance systémique. Et ces termes ont été repris dans la modification du règlement Dublin, donc la version 3, qui date de juin 2013 et qui est désormais applicable. Donc la jurisprudence a été entérinée dans le règlement Dublin désormais. Donc de ce point de vue-là, les deux juridictions européennes protègent ces personnes vulnérables que sont les demandeurs d'asile, et les transferts Dublin vers la Grèce ont été arrêtés pendant quelques mois à la suite de ces décisions. Le droit de l'Union européenne, malheureusement, est aussi un facteur de renforcement de la vulnérabilité des demandeurs d'asile. Et je voudrais vous le montrer en vous montrant l'injustice profonde du règlement Dublin lui-même et ensuite le défaut total de solidarité entre les États membres, solidarité qui est pourtant une obligation du droit de l'Union. Injustice du règlement Dublin, les critères que j'ai énoncés sont injustes. Le critère qui s'applique le plus souvent, c'est le critère de l'État par lequel la personne est entrée. Eh bien, ça dépend beaucoup du coup de la situation géographique de cet État. Entre octobre 2014 et septembre 2015, plus d'1 million de demandeurs d'asile sont entrés dans l'Union européenne et ils sont entrés essentiellement en Grèce, à 80%, en Italie, à Malte, parce qu'il se trouve que la géopolitique du moment fait que les crises politiques amenant des gens à fuir leur pays, elles se produisent au Proche-Orient, dans le sud, et que donc les circuits qui font que les passeurs emmènent des gens à l'abri, moyennant finance évidemment, les amènent en Grèce, en Italie, à Malte. On ne les emmène pas directement en Suède, en France ou au Royaume-Uni. Et donc c'est une injustice complète. Ça fait peser sur ces pays une charge qui ne pèse pas sur les autres. Et ça place les personnes vulnérables que sont les demandeurs d'asile dans une situation extrêmement difficile. Ils se retrouvent à devoir théoriquement demander l'asile dans des pays où ils n'ont pas forcément envie de le demander. Vous connaissez beaucoup de Syriens qui parlent grec, vous ? Ou d'Afghans qui parlent italien. Enfin bon, c'est quand même extrêmement injuste, d'autant que le droit de l'Union règle des questions de procédure. Quel est l'État compétent? Quelles sont les procédures applicables? Mais le droit de l'asile, au fond, reste un droit national. Chaque État a ses propres critères pour décider qu'il va accorder l'asile à telle personne et pas à telle autre. Les statistiques fournies par l'agence Eurostat sont assez illustratives. En 2014, le taux de succès des demandes d'asile en Grèce était de 14%. Il a beaucoup augmenté. En 2001, il était de 3%. Donc ça a beaucoup augmenté, mais enfin 14%. Alors qu'en Italie, il était de 58%, de 42% en Allemagne, 22% en France. Donc ne donnons pas des leçons. On n'est pas très loin de la Grèce. On est plus près de la Grèce que de l'Allemagne ou de l'Italie.
du point de vue statistique. Donc il y a une très grande injustice du fait qu'en application des règles du Dublin, les demandeurs d'asile devraient théoriquement demander l'asile dans des pays où ils ont moins de chances de l'obtenir que dans d'autres. Ça ne va pas quand même. Et ça, c'est la règle de droit qui est faite comme ça. D'autre part, la situation actuelle a montré très bien que l'injustice d'un texte, on peut la corriger. On peut très bien imaginer des mesures correctives. Sauf que l'absence de solidarité européenne empêche de prendre des mesures de correction, voire, rêve que je caresse mais qui est parfaitement illusoire, de changer le texte lui-même. Depuis juin 2015, les réunions du Conseil européen, donc chef d'État et de gouvernement, du Conseil, donc ministre, consacrées à la situation de ce qu'on appelle très très maladroitement les migrants, mais qui sont des gens qui viennent pour différentes raisons et pour beaucoup des réfugiés, qui fuient des situations où leur vie est en danger, et bien toutes ces réunions montrent l'absence de solidarité entre les États membres. Les gouvernements grecs et italiens appellent à la solidarité et les réponses de leurs homologues ne brillent pas par un sens aigu de l'intérêt général européen et de la recherche de solutions concertées. Même si Mme Merkel a fait montre d'un certain courage politique en décidant que wir schaffen das, on y réussira, on va les accueillir, elle a quand même fait cavalier seul, c'est-à-dire qu'elle a été rencontrer le président turc toute seule pour bidouiller des arrangements qui ont ensuite été validés par les autres, mais elle a fait une démarche parfaitement solitaire, qui n'est pas le résultat d'une recherche d'une solution concertée au départ. Alors, le Conseil a essayé de relocaliser les demandeurs d'asile, c'est-à-dire de répartir les personnes présentes en Grèce ou en Italie entre les différents États de l'espace Schengen, de l'espace Schengen, oui, selon de savantes clés de répartition, dont je vous passe le détail technique. En septembre, on a décidé que 54 000 relocalisations devraient être effectuées. À l'heure actuelle, un peu moins de 1000 ont été effectivement accomplies. Donc, bon, alors qu'il y a des décisions, normalement, on décide, on devra appliquer ces décisions. Et les réticences très nombreuses se sont fait jour. Je vous rappelle la position, par exemple, du gouvernement polonais qui a dit, bon, ok, pour accueillir des demandeurs d'asile chrétiens, pas les autres, c'est de la discrimination, pas autre chose, c'est contraire à la Convention de Genève sur les réfugiés, c'est contraire au droit de l'Union aussi qui prohibe les discriminations. Et bon, voilà. Les États de l'Est de l'Europe, au-delà de la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie aussi, par exemple, qui ne sont pas traditionnellement des pays d'immigration et d'asile, ont fait valoir qu'ils ne voulaient pas charger des demandeurs d'asile. Donc cette affaire a permis de voir que le clivage Est-Ouest, qu'on avait peut-être un peu vite rayé de nos manières de penser, était bien existant. Alors évidemment, on ne peut pas forcer des États à accueillir des gens, on ne peut pas plus d'ailleurs forcer ces gens auxquels les Syriens ou Afghans auraient vraiment envie d'aller s'installer en Slovaquie. Donc la solution n'est peut-être pas là. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudra les faire payer, c'est-à-dire soit on accueille, soit on paye pour l'accueil. Si on ne veut pas accueillir, on paye. Or, tout ce qu'on fait pour l'instant, c'est qu'on les laisse dire et qu'on les laisse faire, et c'est tout à fait néfaste pour la solidarité européenne et surtout pour les personnes concernées. Alors ensuite, il y a eu un sommet européen, j'ai presque fini, Union européenne-Turquie, le 7 mars dernier. On a trouvé un arrangement selon lequel les demandeurs d'asile seraient renvoyés vers la Turquie. Ça a commencé d'ailleurs, les bateaux repartent maintenant. Les frais étant pris en charge par l'Union. Et pour essayer de compenser le côté un peu brutal et inhumain que peut avoir cette décision, pour chaque Syrien réadmis en Turquie, un autre serait accueilli dans l'Union européenne. Donc, la logique de la chose, moi, m'échappe totalement. Mais bon, cet arrangement préoccupe énormément le Haut-Commissariat aux réfugiés, qui a fait valoir que ce renvoi vers la Turquie pourrait, dans certaines circonstances, être contraire à la Convention de Genève. D'ailleurs, je vous signale que le HCR a suspendu ses activités dans les hotspots, ces centres de tri, dans lesquels on doit trier le bon gré et l'ivraie, les vrais demandeurs d'asile, les méchants migrants qui fuient pour des raisons économiques, pour pouvoir éventuellement accueillir les uns et renvoyer les autres. Ces centres d'accueil et de tri se sont transformés en véritables lieux de rétention, et le HCR a dit, nous, on ne collabore pas à cet enfermement des personnes qui n'ont pas à être traitées comme ça.
Le renvoi vers la Turquie, je le signale, moi me choque aussi en tant qu'européaniste, puisque ce renvoi pourrait très bien s'avérer contraire aux différentes directives sur l'asile, notamment à la règle d'égalité de traitement. Pourquoi est-ce qu'on renverrait certains Syriens et pas d'autres? Pourquoi on renverrait des Syriens, pas des Afghans? Enfin, ça pose des problèmes au regard des textes qui lient les États membres de l'Union européenne, et moi quand même, ça me chiffonne. Alors, plutôt que de tenter de surmonter leur division, on voit bien que les États cherchent à externaliser la crise au prix d'arrangements avec un État qui ne brille pas tout de même par son caractère démocratique, même si la Turquie a fait quand même un effort considérable pour l'accueil des réfugiés, ça il faut le reconnaître. Et on oublie totalement le principe de solidarité, qui est un principe inscrit notamment à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je vous lis un petit morceau. Le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres régit les politiques de contrôle aux frontières, d'asile et d'immigration. On s'est assis une fois de plus sur les engagements pris dans un traité signé, ratifié par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Alors pour conclure, je dirais simplement que je suis ravie d'avoir pu montrer que la Convention européenne des droits de l'homme peut protéger un petit peu les demandeurs d'asile. Je suis triste d'avoir dû montrer que le droit de l'Union européenne renforce la vulnérabilité des demandeurs d'asile. Et ce que je crains, c'est qu'en renforçant la vulnérabilité des demandeurs d'asile, on fragilise la construction de l'Union européenne elle-même, qui aurait pu penser il y a quelques années seulement que ce bel édifice, qui a ses défauts comme tout édifice humain évidemment, construit dans les années 50, pourrait sombrer corps et biens avec les corps enfouis dans la Méditerranée. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé qui montre que le droit ne résiste pas à un certain nombre de pressions géopolitiques, on peut dire, pour aller très vite. Maintenant, on va passer à une question qui est liée, si elle est plus hexagonale, qui est la question de la vulnérabilité en droit pénal. Alors, ça va être un exposé à deux voix. Un duo.